J'accueille maintenant sur ce plateau Samantha de Bendern. Samantha, bonsoir Samantha. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et vous êtes ancien officier politique de l'OTAN. Voilà, vous vous asseyez là Samantha, ce qui est assez inhabituel, mais nous allons nous habituer. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Michel. Vous êtes consultant militaire LCI bien sûr. Et puis nous avons Xavier Titelman. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Et enfin, êtes-vous bien assis, Alexandre? Oui. Alexandre Melnik, professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate russe. C'est aujourd'hui le 1190e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pour la seconde nuit consécutive, la Russie a signalé et admis, donc reconnu, des attaques de drones ukrainiens sur Moscou, sur la capitale, qui ont endommagé d'ailleurs un bâtiment en banlieue. Et c'est les images que vous voyez en ce moment même. Enfin, ça s'est passé il y a 2 jours. Et c'est le maire de la capitale, Sergueï Sobyanin, qui l'affirme. Ces débris de drones qui ont chuté n'ont blessé personne, mais symboliquement, tout de même symboliquement, la pression psychologique, mentale sur la capitale russe est forte. Et concomitamment, l'Ukraine a déployé ces derniers jours, pour la première fois, l'Ukraine a déployé un nouveau drone mer, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais demander tout de suite des explications, bien sûr, à nos experts sur cette appellation. Ce drone est alimenté par l'intelligence artificielle. Et c'est Mikhailo Fedorov, le ministre de la transformation numérique, qui est très actif en Ukraine, très moderne, qui l'a annoncé hier. Alors, oui, c'est de la citation. Je viens de m'en rendre compte. Merci Mélina de me dire dans l'oreillette. Donc, qu'a-t-il dit hier quand il l'a annoncé? Il a dit ceci. Le système utilise, attention, la navigation visuo-inertielle avec des caméras et un lidar. Là, on va avoir besoin de traduction pour guider les drones, tandis que l'IA identifie et sélectionne indépendamment les cibles. Alors je vois que Mélina, ma chef d'édition, qui fait décidément les choses très très bien, m'avait même expliqué ce qu'était le lidar, télédétection par laser. Mais je vais quand même profiter de votre présence, Xavier, sur ce plateau, pour que vous nous expliquiez, surtout pour que vous nous disiez si c'est vraiment, là on rentre dans une étape majeure différente de l'utilisation, avec l'utilisation de cette technologie ou pas? C'est vrai que c'est un drone qui est, sur le papier en tout cas, de haute qualité, puisque c'est un drone qui est capable de se guider tout seul. Sur le papier, attention. J'attends la preuve. Oui, ah voilà, c'est ça. Je vous sens dubitatif, ce qui n'est pas votre habitude concernant les drones ukrainiens, Xavier. C'est quand même un saut qualitatif qui est quand même très élevé. Ah. Et même s'ils sont très bons, même si vraiment les champions du monde, j'attends quand même de voir la réalité opérationnelle de ça. Mais le fait qu'ils l'annoncent, c'est en général ils font pas des annonces à moitié. Toutes les annonces qu'ils ont pu faire se sont révélées correctes par la suite. Mais en gros, la grande nouveauté, c'est qu'on a réellement un drone qui est capable d'aller dans la grande profondeur à 300 km de distance, avec une capacité de pénétration et en suivant un chemin au sol, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une cartographie qui a été intégrée. On va re-regarder ces images. Et sous ses ailes. Donc si je comprends bien, bon d'abord voilà la fiche technique, c'est-à-dire vous venez de le dire, 300 km derrière les lignes ennemies. Et puis surtout, si on revoit l'image, c'est donc un grand drone qui libère, pardon d'être si terre à terre, mais il libère des petits drones. En fait, il porte des petits drones. Comme je vois pas en quoi c'est extraordinaire, mais bon. Alors, c'est pas ça. C'est le fait d'avoir fait un drone qui coûte relativement cher, qui va coûter peut-être 50 000 €, avec des capteurs qui coûtent cher. En fait, ils considèrent que c'est trop cher pour être un drone à usage unique. Et donc, finalement, les drones qu'ils avaient jusque-là... Non, ils coûtent moins cher que ça. Ils coûtent moins cher. Ils coûtent 10 000. Il coûte que 10 000 € avec un lidar. 10 000 $. Alors, je sais pas, faut qu'on nous en renseigne sur quel lidar ils utilisent. Parce bon, de toute façon, c'est toujours beaucoup moins cher que les missiles. Donc, de toute façon, c'est très bien. Un missile Scalp français, on est plutôt de l'ordre de 500 à 800 000 €. Donc là, on est sur des coûts qui sont très faibles. Et ensuite, ce drone va larguer des petits drones qui, eux, indépendamment, vont être capables de striker des cibles qui ont été préidentifiées. D'accord, striker des cibles. D'où l'intérêt de l'IA. J'ai compris. Michel Goya, expliquez-nous, parce que donc l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc si je comprends bien, ils n'utilisent pas le GPS. Oui, c'est ça. Puisqu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire, pardon pour cette question, un peu terre à terre, qu'il y a moins de risques que ça soit brouillé? C'est exactement ça. C'est ça. C'est un des intérêts de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des engins qui se débrouillent tout seuls. Donc, ils n'ont pas besoin d'être guidés. S'ils n'ont pas guidé par un fil ou par des... D'accord. Mais c'est vraiment novateur. Il n'y a que les Ukrainiens qui ont ça.
Non, on travaille, il y a beaucoup de monde qui y travaille. Nous, les Français ? Oui. C'est déjà opérationnel. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, c'est l'avenir. C'est-à-dire que la menace principale contre les drones, c'est le brouillage, globalement, pour l'instant, toujours. Donc, on cherche des parades. Une des parades, c'est le filoguidage, c'est-à-dire vous guidez votre drone par fil, fibre optique, soit vous mettez de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et puis là, il a une banque de données, puis il se répare tout seul. Puis l'intérêt d'avoir un système double comme ça, c'est-à-dire que vous avez un système qui va très loin en profondeur, plusieurs centaines de kilomètres, et qui largue des petits systèmes à courte portée. Les petits systèmes, ils vont à 10-15 kilomètres. Et donc, ça permet effectivement d'aller très loin en profondeur pour pouvoir frapper avec ces petits drones aussi, qui vont se débrouiller tout seuls, qui vont chercher des cibles, qui ont des banques de données, qui regardent et disent tiens, ça c'est une bonne cible, je peux la taper. Bon, est-ce que, Samantha de Bender, on se rend bien compte, là, il s'agit une fois de plus d'une innovation technologique ukrainienne. Est-ce que cette innovation compense peut-être les désavantages en termes de main-d'œuvre et de puissance de feu dont peut parfois souffrir l'armée ukrainienne? Compenser totalement non, mais il y a quand même des chiffres intéressants. C'est que les drones font beaucoup de dégâts et causent beaucoup de problèmes, non seulement pour militaires, mais aussi pour les civils. Au mois de mai, depuis janvier 2025, il y a eu 217 fermetures d'aéroports russes causées par des drones. Ça, c'est plus que tous les aéroports qui ont été fermés en 2023. Et 2024 combinés. Donc c'est un harcèlement constant. Donc c'est vraiment un harcèlement constant. On l'a vu là au début d'émission, ce harcèlement sur Moscou. Si je ne me trompe pas, Xavier, les Chinois ont aussi inventé un grand drone. Mais il n'est pas opérationnel. Drone mer. Sur papier, oui. Mais sur papier. Bon. Ah oui, drone mer, pardon. Les Chinois, c'est sur papier, les Ukrainiens. Voilà, le fond. Voilà la différence. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette appellation drone mer? Là c'est comme un mothership, c'est que par rapport au bateau où on parle de mothership, c'est que derrière un gros bateau va pouvoir larguer des commandos, des étracos. Voilà. Donc là c'est le gros qui le grand drone, les petits drones. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Porte-drone. Exactement, les porte-drones. Le grand drone, il y a le porte-drone. Alors il y a d'autres innovations. On a toujours été époustouflés sur ce plateau par les innovations technologiques évidemment ukrainiennes. Le pistolet anti-drone. Pistolet anti-drone ukrainien. Regardons de quoi il s'agit. Voilà, on le voit à l'image. Donc il a été codifié, son utilisation autorisée par les forces armées ukrainiennes. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un dispositif de protection électronique individuelle compacte. Voilà, là je vous lis, c'est pas moi qui aurait pu inventer cette phrase. Il fait 1 kilo. Il pèse 1 kilo. Et donc, Xavier, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il bloque finalement? Comment? Voilà, je suis en Ukraine. Est-ce que si j'ai ce pistolet anti-drone, est-ce que tout le monde peut l'avoir? À quoi ça me sert? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il va soit déstabiliser la communication qu'il y a entre le télépilote et le drone. Encore une fois, ça marche pas si on a un drone avec une fibre optique. Mais il y a une autre possibilité, et ça on le saura pas, c'est qu'il est capable de déstabiliser aussi certaines petites centrales à inertie. Et ça peut être des ondes qui sont pas simplement électromagnétiques, ça peut être des impulsions qui sont plus phoniques du son, et le son va déstabiliser la centrale. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que par le passé, il fallait avoir un système qui était beaucoup plus lourd, qui était relié avec des batteries qui étaient dans le sac à dos, et à ce moment-là, on pouvait essayer de viser un drone pour le rendre inefficient. Là, on est sur un système qui est beaucoup plus léger et donc potentiellement, connaissant les Ukrainiens, beaucoup moins cher. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une personne dédiée à la protection du drone contre les drones, on pourrait avoir 2-3 personnes qui pourraient l'avoir sur eux et ça permettrait d'avoir une plus grande efficacité. Vous connaissiez vous ne connaissiez pas, Alexandre? Dans la diplomatie, non, mais vous n'êtes pas le seul. N'utilisez pas les pistolets comme ça. Enfin, ce que je peux dire quand même, c'est que l'innovation aujourd'hui du côté de l'Ukraine. Donc, ils se débrouillent très très bien parce qu'ils ont compris qu'en dernier ressort, ils peuvent compter sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur la technologie qui n'est pas forcément la technologie occidentale, parce que comme on le sait, l'aide occidentale traîne un peu. Donc voilà, ils se débrouillent. Parce que l'innovation, c'est aussi la débrouillardise dans des conditions extrêmes. Et tous ces exemples-là montrent que l'Ukraine tient et que l'Ukraine ira jusqu'au bout aussi, parce que quand même, ils défendent leur patrie, leur liberté, etc. Voilà. Le chef de l'état-major ukrainien a bien souligné l'importance de l'utilisation de ces drones. Le chiffre est parlant puisque en mai, plus de 89 000 cibles ennemies ont été touchées, dit-il, et détruites avec des drones de différents types. Donc 89 000 cibles russes, c'est énorme. Et hier,
la défense antiaérienne ukrainienne a abattu un drone à réaction russe. Là aussi, nous avons besoin de vos lumières. Le Dan-M, Michel Goya, au-dessus de la mer Noire. Donc, au-dessus de la mer Noire, il y avait, donc les drones, évidemment, c'est des deux côtés. Là, on parlait de l'innovation côté ukrainien. Côté russe, ils n'en sont pas du tout au même niveau d'innovation. Enfin, peut-être, vous allez me confirmer ou m'affirmer. Mais ils sont bons aussi. Mais ils sont bons aussi parce qu'ils s'adaptent, c'est cela. Alors, ce drone à réaction, qu'est-ce que c'est? Mais ceci dit, les Ukrainiens disent qu'ils viennent de l'abattre. Hein, donc, c'est alors que les Russes déclarent que c'est un nouveau drone. Oui, alors je sais pas, Xavier connaît, moi je connais pas ce modèle. Mais à ce stade, on n'est plus très loin d'un missile en réalité. Il va juste plus vite. Hein, oui. Oui. Bon. Alors on revient à cette différence. Bon, à part le prix, c'est le coût, c'est gigantesque la différence de coût entre un missile et un drone. Mais à part ça, la différence. Ça, c'est du missile low cost avec des technologies qui sont accessibles dans le grand public, qui font qu'au lieu de développer des puces et des capteurs qui sont dédiés spécifiquement à ce matériel militaire, on va prendre ce qui existe dans le civil. Et finalement, c'est ça qui définit aujourd'hui un missile low cost, c'est-à-dire un drone de cette catégorie-là avec des moteurs à réaction par rapport à un missile classique. Donc là, ça ressemble exactement à ce qu'on venait avec les Tupolev qui servaient pour prendre des prises d'images dans les années 70. Ça ressemble très très fortement à ce qu'on avait par le passé. C'est pas une innovation technologique, mais c'est du low cost et ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est comme les V1 allemands pendant la guerre. Oui. C'est-à-dire qu'on une technique finalement assez simple. C'est-à-dire, vous dites que comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les V1, V2 là, les V1 c'était les missiles les plus rudimentaires, on va dire, qui étaient utilisés par les Allemands. C'est la même technologie en réalité. Donc c'est simple. Hein, donc la rusticité parfois a de bons côtés. Ça permet la masse. Alexandre Melnik. Sans être le spécialiste de la chose militaire, j'ai lu énormément d'informations dans la presse russe sur ce fameux nouveau drone russe. Dan, il s'appelle Dan. Voilà. Dan-M. Alors qu'avez-vous lu? Voilà, ce que j'ai lu, ce que j'ai retenu, c'est qu'au début, c'était tout simplement une cible de la défense antiaérienne et qui était d'ailleurs de couleur rouge. Eh bien, c'était transformé, converti par l'industrie militaire russe en drone d'attaque à réaction. D'ailleurs, la couleur rouge du fuselage a été changée. Donc, vous voulez dire qu'ils ont mis une couleur moins voyante? Voilà, c'est bien évidemment. Moins voyant et moins idéologique. Je sens en vous une certaine ironie vis-à-vis de cette couleur rouge. Non, je constate la réalité historique. Oui, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils ont, si j'ai bien compris les Russes, modifié, l'utilisation de cette arme qui était défensive. Ils l'ont transformée. Ils l'ont transformée en drone d'attaque. On utilisait ça aussi, toujours d'ailleurs. Hein. C'est des cibles aériennes sur lesquelles on tire. Mais ce qui prouve aussi l'importance que la Russie a. Attendez, pas en même temps. Michel Goya, vous avez tiré sur quoi? Je n'ai pas compris. Sur ce genre de choses, c'est-à-dire c'est des cibles, on le voit bien, droit, qui ont un manche à air éventuellement derrière pour faire plus gros, et on s'entraîne à tirer dessus comme si c'était des objets volants, des hélicoptères. En fait, les Ukrainiens ont fait la même chose, dès 2022, en transformant des Tupolev 141. L'image est exactement la même. Les vieux Tupolev 141, certainement que les Russes ont fait une nouvelle version, mais qui sont des équipements des années 70, ce qu'il y a de plus simple au monde. Ils ont peut-être mis simplement un GPS et un système de guidage. Normalement, ça vole tout droit pour que les pilotes de chasse apprennent à viser un autre avion qui est en vol, pour accrocher radar et tirer dessus. Ils l'ont juste transformé parce que ça coûte pas cher. C'est vraiment la cible la plus simple qu'on puisse avoir. D'accord, merci pour ces explications.